quelle vitesse là en ce moment? On avance à vitesse de 15-16 nœuds. 15 nœuds, 16 nœuds, ça nous fait du 30 km? Un petit peu moins de 30 km par heure. Et tous ces petits points là, c'est quoi? Ce sont les échos des autres navires. Donc on est un peu sur l'autoroute de la mondialisation là. Toute la côte chinoise, et jusqu'à l'Europe incluse, est une autoroute de la mondialisation. Bonsoir à toutes et à tous. Vous le voyez, pour cette première émission, on a fait les choses en grand, en très très grand. Nous sommes en mer de Chine, sur un porte-conteneurs français, l'un de ces navires qui transporte jusqu'à 100 000 tonnes de marchandises. Dans ces milliers de caisses multicolores, il y a les chaussures que vous allez porter, des téléphones, des tablettes, de la nourriture, des scooters et même vos prochains cadeaux de Noël. Il y a de quoi alimenter des centaines de supermarchés. Toute l'économie mondiale tient sur des navires comme celui-ci. Et pourtant, c'est peut-être la fin de ce modèle. Partout, les États se protègent davantage, le commerce mondial s'essouffle, les nationalismes refont surface. Est-ce la fin de la mondialisation? Allons-nous vers le retour des frontières? C'est le thème de ce nouveau magazine économique, le premier épisode, l'Angle Écho. Au sommaire, nous irons à Shanghai pour tenter de comprendre comment la Chine a réussi en un temps record à se hisser au rang de première puissance commerciale mondiale. C'est le miracle chinois. L'usine du monde, certains en reviennent. Une entreprise tricolore a choisi de relocaliser en Normandie et de dire bye bye China. La Chine c'est bien, mais je pense que la France c'est mieux. Fermer ses frontières pour mieux protéger son économie, est-ce une solution? Nous sommes allés en Argentine, le pays le plus protectionniste au monde. Une renaissance américaine ou comment l'oncle Sam a retrouvé le chemin de la croissance grâce au retour de l'État et au patriotisme économique. Il faut servir notre pays pour qu'il reste le plus puissant du monde. Et la seule manière de faire ça, c'est d'acheter américain. Enfin, interview et analyse de grands témoins comme Carlos Ghosn, patron de Renault, et Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Nous arrivons à Shanghai. Au port de Yanshan, c'est le plus grand du monde. Plus de 10 millions de containers, 6 km de quais, 64 grues, une activité continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est bien ici que bat le cœur de la mondialisation. La Chine est désormais la première puissance commerciale. Ses exportations ont dépassé 1500 milliards d'euros l'an dernier. À quai, sur les bateaux du monde entier, est chargée toute la production de l'ogre industriel chinois. Et dire qu'il y a 10 ans encore, ce port n'était qu'un village de pêcheurs. Shanghai, 23 millions d'habitants. La capitale économique du pays. Elle aussi a connu une croissance sans précédent, à l'image de toute la Chine. Quartier de Pudong. Ces tours flambant neuves. Il y a 27 ans, cela ressemblait à ça. Des bâtiments insalubres, des marécages, c'est la Chine que j'ai connue. En 1987, j'étais prof de littérature et j'avais des cheveux. J'y ai vécu 2 ans. Alors voilà, ça, c'est la carte de mon unité de travail il y a 28 ans. La Chine était encore fermée aux étrangers, les Français se comptaient sur les doigts de la main. Ça, c'est Huaihailu, c'est l'ancienne avenue Joffre de l'époque de la concession française. Il y a 30 ans, c'était une marée de vélos. On entendait juste le tintement des sonnettes. De temps en temps, un camion, il n'y avait pas une voiture. On a mis une autoroute qui passe en hauteur. Une chape de béton a recouvert le Shanghai que j'ai connu, celui d'il y a 28 ans. Ah, si. Au parc Fuxing,
on peut encore entendre la petite musique du passé. La chorale du quartier entonne les chants de sa jeunesse. En fait, ce sont des chants révolutionnaires qui datent des gardes rouges. Donc on nous dit, ben voilà, on a confiance en l'avenir et le parti gouverne les choses tout à fait proprement. Cette génération a vécu les pénuries, le culte du grand timonier et la violence d'un pouvoir totalitaire. Rien à voir avec aujourd'hui. La Chine a bien pris le tournant de la mondialisation. Nous sommes au pays le plus capitaliste du monde et Marx et Engels sont toujours là. Ils ont l'air de ne pas bouger comme ça. En réalité, ils surveillent tout ce qui se passe du coin de l'œil. Banlieue de Shanghai. On croirait les faubourgs d'une capitale occidentale. Les immeubles de la classe moyenne continuent de sortir de terre. Un peu plus loin, une zone industrielle, c'est là que travaille l'armée des ombres, celle qui livre la bataille économique chinoise pour la domination du monde. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans mon entreprise, Shanghai Cashuo. Une usine qui ne paye pas de mine, comme il y en a des milliers. Ces ouvriers travaillent sans relâche, 50 heures par semaine, 300 € par mois, à la fabrication de pièces de machines-outils. Ici, tout est destiné à l'exportation. Nous avons commencé à travailler pour le marché chinois, puis nous nous sommes adaptés petit à petit à des demandes étrangères, des entreprises allemandes ou américaines. Et vous avez senti la croissance depuis une quinzaine d'années? Vous avez vécu ce miracle chinois au fond? Oui, dans l'entreprise, il y a aujourd'hui 50 employés. Nous prévoyons d'ici un an, à condition de maintenir ce marché à l'export, de passer de 50 à 80 ouvriers, voire même de doubler notre effectif et d'employer plus de 100 personnes. Les explications de ce miracle sont nombreuses. Un pays fermé, une monnaie sous-évaluée, un gouvernement dirigiste pour le moins. Mais pour les Chinois, le secret de leur réussite est à chercher ailleurs. On a vu la Chine progresser de façon extraordinaire dans les 30 dernières années. En 1979, quand Deng Xiaoping arrive au pouvoir et qu'il ouvre le pays, la Chine représente 5% du PIB mondial. Aujourd'hui, donc 35 ans plus tard, c'est entre 15 et 20% du PIB mondial. Comment est-ce qu'on explique une telle progression? Dans la vie, il n'y a pas de miracle. Il faut travailler. Les Chinois travaillent énormément pendant le week-end, samedi et dimanche. Les gens ne comptent pas de l'heure. Les gens répondent au téléphone même à 23h, même minuit. Ils sont toujours disponibles. Ils ont souvent dormi avec le téléphone parce que... Pour ne pas perdre un appel, une affaire... Une opportunité. Un contrat. On est ici à Shanghai. Shanghai où les salaires ont fortement augmenté, comme d'ailleurs dans la plupart des villes de la côte orientale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la Chine de voir sa compétitivité se détériorer justement à cause de la progression des salaires qui l'a fait se rapprocher des niveaux de salaires occidentaux? Dans les grandes villes comme Shanghai, Pékin, Guangzhou, il y a des possibilités que le salaire augmente. Donc le gouvernement a une nouvelle politique, c'est aider à déménager toutes les usines dans l'autre province. Ça veut dire que la Chine est tellement grande, on n'a pas de problème de coût de manœuvre. Donc on transporte les usines de l'Est vers l'Ouest, c'est-à-dire dans l'intérieur du pays, là où les salaires sont moins chers. Oui, on peut dire ça. Les gratte-ciel de Shanghai ne cessent de grandir à l'image de toute la Chine. Hier, c'était les États-Unis qui dominaient le monde, le pays des gratte-ciel. En 1931, l'Empire State Building de New York était le plus haut bâtiment du monde, construit grâce à l'invention de l'ascenseur. L'Amérique du XXe siècle est terre d'innovation. Téléphone, premiers avions de ligne et premières voitures, les Ford T produites à la chaîne. Un siècle plus tôt, c'est Big Ben qui est le centre d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. L'Angleterre du XIXe siècle, de la première révolution industrielle, de la première machine à vapeur,
du premier chemin de fer public et des bateaux à hélices. Depuis les débuts du capitalisme, le monde connaît des cycles. À chaque cycle, sa puissance dominante. Aujourd'hui, les Chinois sont numéro 1. C'est le premier marché du monde pour l'automobile, pour les centrales nucléaires. Ils sont aussi les premiers producteurs de téléphones, d'ordinateurs et même de produits alimentaires comme les champignons de Paris. Car le saviez-vous, 70% de la production mondiale de champignons de Paris viennent en fait de Chine. Tous ces produits inondent le monde, transportés par d'immenses porte-containers. Et si tout ça s'arrêtait, ça paraît impensable. Mais les chiffres du commerce international nous racontent une histoire surprenante. Avant la crise mondiale, les échanges de biens progressaient à hauteur de 10 à 15%. Depuis, ils végètent entre 0 et 2% seulement. Alors, la faute à la crise ? Pas seulement, nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle économie à contre-courant de la mondialisation. Il y a déjà des entreprises qui rentrent au bercail. Ce sont les pionniers de la relocalisation. Nous avons suivi un patron qui ferme ses usines en Chine et qui va s'installer en Normandie. Après le temps du Made in China, voici venu celui du Bye Bye China. La caisse résiste. Elle est assez solide pour avoir parcouru 8000 km entre la Chine et Barentin, en Normandie. T'en as une là, si tu... Ouais, reprends-le là. À l'intérieur, la première machine de la future usine. Une drôle de sphère qui mesure l'intensité de la lumière. Allez. Là, c'est le premier vrai investissement qui rend Barentin réel. Jusqu'à présent, ça n'était pas forcément ? Non, jusqu'à présent, c'était sur le papier, c'était sur un bout de bureau, c'était imagé, c'était conceptuel. Là, c'est réel. C'est bien la réalité. Ces hommes n'auraient jamais imaginé, il y a quelques années, qu'ils allaient poser la première pierre d'une relocalisation de la Chine vers la France. Il faut juste dégonder en bas, puis ça va venir. J'ai toujours rêvé de ce genre de choses, puisque nous, on a mis un certain nombre de choses en Chine, donc ça nous a toujours fait mal au cœur. Aujourd'hui, ça revient, c'est important. Il faut que ça continue. La machine est la pierre maîtresse de l'usine. Et voici ses bâtisseurs. Je suis Patrick Ginter, j'ai en charge les opérations industrielles de Lucibel. Frédéric Granotier, président fondateur de Lucibel. Ça, c'est la Rolls des photospectromètres. Alors, voilà. Superbe. C'est comme un cadeau de Noël. Allez. On dirait un paquet cadeau. Et voilà. Alors, je vous ouvre la sphère. Frédéric Granotier n'est pourtant pas un illuminé. Parfait. Sa société produit ses LED, ses ampoules nouvelle génération. 210 employés à travers le monde, une croissance à 3 chiffres. Très concrètement, dans les prochains jours, on installe ici 2 lignes d'assemblage sur une longueur de 12 mètres, une largeur d'à peu près 5 mètres pour fabriquer les dernières innovations qu'on n'a pas envie de fabriquer en Chine. On souhaite vraiment faire de ce site de Barentin le principal site d'expertise et d'assemblage de LED en Europe. Ça va être magnifique. Par mail dès demain matin. Coût de la main-d'œuvre, 35 heures, conflits sociaux, l'industrie à la française appartiendrait au passé. Lucibel parie le contraire. Son raisonnement commence en Chine, à Shenzhen. C'est ici que Lucibel fabriquait jusqu'à présent. Patrick Ginter connaît bien cette ville. Ah ben ici, on a l'impression de se retrouver à New York à une autre époque quand ça se construisait. Des années 90 jusqu'à aujourd'hui, Shenzhen, c'est quasiment 20 millions d'habitants. Il va rapatrier un tiers de ses produits. Aujourd'hui, il vient régler les derniers détails. L'usine est immense. 3000 salariés travaillent pour les grandes sociétés d'électronique du monde entier. C'est le principal sous-traitant de Lucibel. Pas de problème de qualité ici? Tout va bien? Non, non, la qualité est très bonne. Jusqu'à présent, l'usine produisait plus de la moitié des LED de l'éclairagiste français.
Cette ligne produit des panneaux de LED. C'est le principal modèle de Lucibel, typiquement de la production de masse. Et ici, ce sont des produits spécifiques, avec des options particulières. Ces tubes font justement partie des produits que le Français va rapatrier. Et ça, ce sont bien des connecteurs spécifiques? Des luminaires fabriqués sur mesure en toute petite série. Exactement. Donc les Luciparc, ça va dans un parking et on les positionne un peu... C'est amené à remplacer ce type de luminaire hein, qui est moche et qui consomme énormément d'énergie pour éclairer bien moins. Et ça, typiquement, c'est ce que vous rapatriez à Barentin. Ce type de produit avec des options spécifiques, oui. Ce type de produit en standard, non. Il est amené à rester ici parce qu'il y a du volume, ça déroule, il y a très peu d'options dessus. Ça se fait très bien. Les produits simples restent ici. Désormais, les plus élaborés seront produits en France, près des ingénieurs et près des clients européens à 80%. Aujourd'hui, l'énergie augmente. Ça veut dire que vos transports, qu'ils soient maritimes et encore pire, aériens, commencent à vous coûter vraiment très cher. Des délais de 6 semaines en bateau et un coût exorbitant en avion. Et il y a une autre raison à la relocalisation. Les ouvriers chinois seraient devenus trop chers. Et oui, 350 € par mois pour 50 heures de travail par semaine, cela paraît peu, mais ils ont été augmentés de 40% en 4 ans. Pour vous, ça fait un coût supplémentaire, ces salaires qui augmentent? Ah, très nettement, ça va finir par rattraper la différence qui justifiait qu'on aille localiser en Chine aujourd'hui ou dans des pays à bas coût, mais qui sont peut-être plus si bas coût que ça. En même temps que les salaires, les aspirations des ouvriers ont grandi. Et cela aussi a un coût pour l'entreprise. Ici, on est loin du cliché des travailleurs chinois entassés dans des locaux miteux. Ça, ce sont les dortoirs des femmes. Des dortoirs spacieux selon les critères chinois. Une ville dans la ville, avec ses installations plus ou moins sportives. Ces ouvriers ont 20 ans en moyenne et ils n'ont que l'embarras du choix à travers les multiples usines de la ville. Alors il faut les attirer et les garder. Bien joué. Mais cela alourdit encore le coût du travail. Ici, 100 € supplémentaires par mois et par ouvrier. Nos employés actuels sont nés dans les années 80 ou 90. Ils sont très différents de leurs parents. Ils ont une mentalité, des habitudes très différentes. Leurs parents voulaient juste un salaire. Eux, ils veulent aussi une bonne qualité de vie. Nous devons le prendre en compte. Chaque semaine, il leur faut 1 ou 2 journées de repos. Il n'y a pas que le travail pour eux, il leur faut beaucoup de loisirs. Un coût de production global en hausse qui pousse certaines entreprises comme Lucibel à s'éloigner de la Chine. Tout va bien? Et qui oblige aussi leurs sous-traitants à réagir. Il va falloir que nous contrôlions nos coûts. Peut-être même diminuer le nombre d'ouvriers. Mais on va essayer de récupérer quand même d'autres produits de chez Lucibel. Essayer de produire plus vite, de meilleure qualité, tout en étant moins cher. En ce moment, ça n'est pas facile de trouver de nouveaux clients. Alors, il faut qu'on s'adapte pour les garder. La Chine ne serait donc plus un pays si low cost que ça. Mais il y a une autre image dont elle a bien du mal à se débarrasser, la copie, la hantise des entreprises étrangères. Patrick Ginter nous emmène dans ce marché. Nous le suivons en caméra cachée. Là, ils n'aiment pas être observés, les mecs, hein, y compris du piratage ici. Sur plusieurs étages, des LED en veux-tu en voilà, de l'authentique et du contrefait. Là, typiquement, on peut acheter des rouleaux entiers de LED, des rouleaux entiers de composants électroniques. How much is this one? Ça les vaut? Non. Déjà, entre ce qu'ils annoncent là et ce qu'ils annoncent sur le papier, c'est faux. Et ça, c'est typique ici. Systématiquement, il faut tout vérifier sur ce que dit le fournisseur. Nous avons déjà eu des mésaventures, oui. Y compris d'anciens associés qui, une fois qu'ils sont partis, et pour autant qui avaient signé des accords de confidentialité, qui ont recréé des boîtes avec quasiment les mêmes produits. Ça vous inspire quoi, ça, vous, comme dirigeant français? J'utiliserai un mot peut-être un peu fort, mais c'est dégueulasse.
c'est du vol, c'est de l'escroquerie pure et dure, et ça tue l'envie effectivement d'innover, de développer le business. Risque permanent de copie, coût de main-d'œuvre en augmentation et éloignement des marchés européens. Lucibel rapatrie, dans un premier temps, ses produits haut de gamme et avisera ensuite pour le reste. Et Lucibel n'est pas la seule société française à relocaliser dans l'Hexagone. Parmi les plus connus, les vêtements Lecoq sportif, les skis Rossignols, les jouets Smoby ou encore les chaussettes Kindy. Une série qui ne compense pas, loin s'en faut, la marée de délocalisation depuis 20 ans. Pour 10 emplois qui ont quitté le pays, il n'y en a qu'un qui revient aujourd'hui. Prémisse d'une réindustrialisation, c'est possible. La France a longtemps cru qu'elle pouvait devenir un pays sans usine. On se rend compte aujourd'hui que c'était une dangereuse illusion. À Barentin, chez Lucibel, tout est presque prêt pour démarrer une nouvelle production estampillée fabrication française. Nous avions quitté l'usine quasiment vide avec cette seule machine. Un mois plus tard, la première chaîne de montage est presque prête. Ça y est, j'ai maîtrisé la bête. Et ça va un peu plus vite. Aujourd'hui, le PDG vient se rendre compte de l'avancée des travaux. Outilleurs, logisticiens, commerciaux sont sur le pied de guerre. Oui. Tout doit être opérationnel dans quelques jours. Les tout premiers cartons, donc de dessus. C'est l'équipe de combat, c'est l'équipe qui met en place, c'est l'équipe qui installe, c'est l'équipe qui pilote le projet, en tout cas dans sa première phase, et qui après effectivement va déployer, construire l'atelier, l'usine, et permettre à ce projet donc de voir le jour, de monter en puissance dans les prochains mois. Si le projet voit le jour à Barentin et pas ailleurs, il y a une bonne raison. Voilà. Donc là on arrive sur la fin de la zone effectivement de production Schneider. De l'autre côté de la cloison, dans les mêmes locaux, une usine vouée à la fermeture et des salariés à disposition. Un marché peu banal a été conclu avec le propriétaire Schneider Electric. Donc en fait, c'est toute cette zone-là, là, D'accord. qui est au-dessus de nous, ça va être libéré à la fin de l'année prochaine. Pour Lucibel. Très bien. D'un côté, Lucibel s'engage à embaucher une partie des 120 salariés qui devaient être licenciés. De l'autre, Schneider Electric lui donne les locaux et paye une partie des salaires pendant 3 ans. Sans cette opportunité que Schneider nous a offerte, je pense que nous aurions mis notre usine en Europe de l'Est ou au Maghreb. Proche de l'Europe, pour pouvoir fournir nos clients européens en 2 jours de camion, mais sans doute que nous ne l'aurions pas mise en France. On ne peut pas être compétitif aujourd'hui en France sans accompagnement, que ce soit un accompagnement d'un groupe privé comme Schneider sur une reprise d'usine ou d'autres types d'accompagnement. En échange, Schneider Electric, dont les plans sociaux ont déjà fait la une des médias ces dernières années, sauve ses salariés et s'évite une mauvaise publicité. L'intérêt, il est avant tout l'intérêt des salariés du site qui vont avoir une perspective de poursuite de carrière hyper intéressante. Après, ça coûte cher. Ça coûte pas grand-chose à l'échelle mondiale. C'est-à-dire ? Ouais, ça coûte pas grand-chose au regard des engagements qu'on peut avoir envers nos collaborateurs et de l'engagement sociétal qu'on peut avoir. C'est très. C'est un accord gagnant-gagnant, comme on dit dans notre jargon. Déjà 12 salariés sont passés du côté Lucibel de l'usine. Ça va être comme ça à tous les postes. Laurence Mignot teste son nouveau poste d'assemblage. Bon, on va noter qu'il faut aller... Elle sera chef d'équipe sur la future ligne de production. On commence ? C'est mon bébé. 30 ans qu'elle travaillait pour Schneider Electric. Elle aurait dû se retrouver au chômage. C'est le fait que Lucibel se soit installé ici, pour vous, ça représente quoi ? Une chance. On ne peut pas les pointer à la NP. Non, c'est une chance qu'on a eue et qu'il faut saisir. En France, on a quand même un savoir-faire. Tant mieux qu'on nous laisse et puis qu'on nous donne la chance de l'exploiter. On a l'impression de servir à quelque chose. Laurence Mignot aurait probablement eu des difficultés à retrouver du travail dans l'industrie à Barentin.
13% de chômage, ancien fief de l'industrie textile. Symbole, cette usine à l'abandon, définitivement fermée en 2008. Ici, la population est plutôt habituée aux délocalisations. Est-ce qu'il fallait autre chose? Non, c'est bien. Alors, donc, ça fait... Et le journal municipal annonce rarement ce genre de bonnes nouvelles. Je souhaite que ça apporte beaucoup d'emplois et que ça sauve des foyers qui sont en difficulté. Les gens vont peut-être avoir, je vous dis, un peu plus de, je sais pas, un peu plus de joie, un peu plus de gaieté. Les gens sont tristes quand même. Je pense que ça va donner, si ça pouvait y en avoir plus, ce serait sympa. Dans 2 ans, une centaine de personnes devraient être embauchées. Ça y est, c'est le grand jour. Sous l'œil attentif et ému de toute l'équipe, Laurence Mignot assemble ses premières LED. Vous n'avez pas trop la pression avec tout ce monde derrière vous? Ah oui, je pense. On a ça, je pense. Alors on commence, Ça va. Je fais des cigarettes. Ils sont un peu émus quand même là tous. Oui, on est tous un peu émus. La Chine, c'est bien, mais je pense que la France, c'est mieux. Ah oui. Et voilà. Voici donc les toutes premières LED Made in Normandie. Dans 3 ans, Lucibel ne sera plus soutenue par Schneider Electric. On jugera alors du succès d'une relocalisation à la française. Carlos Ghosn, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez ici au siège de Renault à Boulogne-Billancourt. Renault-Nissan, c'est l'entreprise que vous dirigez depuis 9 ans. C'est le 4e constructeur automobile mondial. On vient de voir un exemple de relocalisation, de rapatriement de la production en France. Est-ce que c'est possible dans tous les domaines? Est-ce que c'est possible, par exemple, dans l'automobile? Tout à fait, c'est tout à fait possible. Nous avons opéré des relocalisations. Nous sommes en train de faire ça dans le cadre de Renault. L'engagement que nous avons pris d'augmenter notre production en France de 500 000 voitures à plus de 700 000 à la fin de l'année 2016, il est basé en partie par l'expansion de la marque Renault en Europe, mais il est aussi basé sur de la relocalisation de voitures. Alors, voilà, j'ai derrière moi une voiture très célèbre en France, c'est la 4L. Elle a été fabriquée dans les années 80. Au moment où elle sort des chaînes de production, donc en 89, la production des 2 constructeurs français, Renault et Peugeot-Citroën, c'est 4 millions de véhicules. On est au record de l'histoire française. 25 ans plus tard, la production des 2 constructeurs français a été divisée par presque 3. Elle est aujourd'hui d'1 450 000 véhicules. Pourquoi est-ce qu'on a organisé une telle réduction de la production française? Pourquoi est-ce qu'on a organisé une telle délocalisation? Pourquoi les constructeurs ont été amenés à délocaliser? Pour une raison très simple, c'est que dans le temps, le marché automobile mondial était essentiellement centré sur l'Europe, les États-Unis et le Japon. Le reste du monde comptait peu, il y avait très peu de voitures qui étaient vendues, et comme il y en avait très peu, elles étaient essentiellement exportées. Aujourd'hui, la situation est complètement différente, puisque ça se passe ailleurs. 85 millions de voitures vendues dans le monde, plus de la moitié sont dans les pays émergents, et ces pays, il est impossible d'être compétitif dans ces pays en exportant des voitures. Oui, mais celle-là, la Twingo, elle est faite en Slovénie. Oui, mais enfin, elle est vendue en France, mais elle est fabriquée en Europe. À partir du moment où on crée un grand marché européen, on permet aux entreprises de traiter le marché européen comme étant un seul marché. Dans votre secteur, la question de la compétitivité est évidemment clé. On a des différences de coûts de production qui sont substantielles. Pour une Clio, par exemple, une voiture de moyen de gamme, si elle est produite en Turquie ou en France, le prix varie de 1 200 €. C'est 1 200 € moins cher en Turquie qu'en France. Comment est-ce qu'on peut imaginer relocaliser la production avec des différences aussi importantes? Aujourd'hui, quand vous avez des écarts de l'ordre de 10% du prix, le consommateur n'est pas du tout prêt à payer 10% de plus parce que vous fabriquez votre voiture en France. Près de chez lui? Non. Nous avons fait des enquêtes. Vous ne croyez pas au Made in France? Mais non, mais c'est pas ça. C'est que la réalité. Moi, j'écoute les consommateurs. Je dirais, moi, je veux bien qu'il y ait beaucoup de concepts et beaucoup d'intentions. Sauf que vous allez chez vos clients, vous les interrogez, vous voyez. C'est pas ce qu'ils vous disent. Mais non, ils disent on veut moins cher. On veut la voiture qui nous plaît, on veut la moins chère possible. Donc, il faut que nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes obligés de suivre ce que veulent nos clients. L'une des critiques qui frappe la mondialisation, c'est les inégalités. Et alors elles se traduisent de façon assez spectaculaire depuis une trentaine d'années, notamment avec la très forte progression des revenus des stars. C'est les artistes, c'est les sportifs, c'est les patrons. Vous êtes le patron le mieux payé de France, avec une dizaine de millions d'euros l'année dernière.
Comment est-ce qu'on justifie une telle rémunération? Oui. Alors, il ne faut pas mélanger les gens, parce que là, vous additionnez ma rémunération en tant que patron de Nissan et celle de Renault. Si j'étais patron c'est l'individu Carlos Ghosn. Non, si j'étais que patron de Renault, parce que là, vous vous adressez au patron de Renault, c'est ça qui vous intéresse. Moi, j'estime que le patron de Renault, quand vous regardez comment est payé le patron de Renault par rapport à des patrons européens, je ne pense pas qu'il y ait des excès en France, notamment quand on compare les salaires des patrons français par rapport aux patrons allemands ou par rapport au patron anglais. Justement, à l'époque où cette 4L était produite, en 89, vous vous en souvenez, l'un de vos prédécesseurs, pas tout à fait prédécesseur, c'était Jacques Calvet, le patron de PSA, Peugeot Citroën. Il avait vu ses revenus divulgués par le Canard enchaîné. C'était en 89, il gagnait à l'époque 2 200 000 francs. Et ça avait fait scandale. Alors j'ai fait les calculs, et 2 200 000 francs, si on tient compte de l'inflation, bien sûr, ça fait à peu près 500 000 euros aujourd'hui. C'est-à-dire que vous gagnez en gros 20 fois plus que Jacques Calvet, alors que vous faites le même job. Comment s'explique cette progression? Je vous signale qu'à cette époque-là, en 1989, Renault, comme la plupart de ses concurrents, vendait essentiellement des voitures dans leur pays et dans leur zone géographique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Renault vend 20% de ses voitures dans son pays et la conquête, elle se fait à l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patron d'entreprise, il fait face non pas à un marché régional, mais à un marché international. Il a des contraintes, il y a des compétences qui sont de plus en plus difficiles. Bah oui, non, mais c'est-à-dire il faut c'est la mondialisation il faut préparer, qui a provoqué l'envolée des salaires des patrons. C'est la compétition qui est issue de la mondialisation et les talents nécessaires pour gérer une entreprise deviennent beaucoup plus pointus. Les plus qualifiés ont vu leur salaire exploser en 20 ans. Ceux des plus pauvres ont à peine doublé, et en partie à cause de l'inflation. En 1989, le SMIC était de 770 €, il est à 1445 € aujourd'hui. Les principales victimes de la mondialisation, ce sont eux. PSA Aulnay, Seita, Fager-Brandt, touchés par les plans sociaux et les suppressions d'emplois. Ou encore GFD à Saint-Étienne. Le couperet tombe aujourd'hui. C'est le dernier jour de travail de la 50aine de salariés de cette entreprise de Boulon. La concurrence chinoise a frappé encore une fois. On aurait voulu vous parler, on fait un reportage sur la fermeture de l'usine. Si vous aviez quelques minutes à nous accorder, je sais bien que c'est pas un moment facile pour vous aujourd'hui, mais on voudrait informer un peu justement sur ce qui se passe et puis essayer de recueillir votre témoignage. De toute façon, on n'a rien à dire, hein, c'est fermé, c'est... On est mal, on est très mal. On perd tout là. 26 ans de vie ici et puis voilà. Moi j'ai 46 ans aujourd'hui et j'aimerais profiter de l'occasion pour ne plus travailler pour un patron et devenir mon propre patron. Moi je vais tenter, je vais essayer. Après tout, pourquoi pas. Vous avez une famille? J'ai 2 enfants. Et votre femme travaille? Non, ma femme ne travaille pas. J'ai un garçon qui a 3 ans et demi, une fille qui a 9 mois, donc c'est ça. Ils sont tout petits. On va faire tout ce qu'on peut pour eux. Même si déjà notre avenir est pas bien rose, le leur va être pire. Vous pensez que pour eux ça sera pire encore? Ouais. Si ça continue comme ça, déjà moi à 26 ans, je sais même pas si j'aurai une retraite, je sais pas si j'ai un avenir. Avec tout ce qui se passe, on va devoir sûrement peut-être changer de pays pour trouver du travail, changer... Vous y pensez ça? Oui. Quand vous entendez le gouvernement qui nous dit on va réindustrialiser, on va travailler la compétitivité, vous y croyez? Comment? S'il me dit comment, moi je veux bien y croire. Hein. Je suis prêt à tout croire, mais comment ils vont le faire? Sachant qu'à l'heure actuelle, l'industrie, tous les jours, il y a une boîte qui ferme, j'attends de voir. Pour l'instant, je vois que ma boîte elle ferme et que personne n'était là pour nous soutenir. Les productions de cette usine, elles sont désormais fabriquées en Chine, au moins la plupart d'entre elles. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Chinois? Ce qu'ils ont de plus, ce qu'ils ont peut-être déjà de moins que chez nous, des contraintes environnementales qu'ils n'ont pas. Aussi, je pense peut-être de la matière première, peut-être un meilleur marché que chez nous. L'écart de prix, il est de quel ordre? C'est un écart de 30%. C'est 30% de moins pour le même produit chinois. Le même produit. Il n'y a pas de différence de qualité? Il y a 20 ans, il y avait une différence, mais aujourd'hui, nous, d'après les contrôles que nous faisons sur les produits concurrentiels... c'est le même produit, moins cher? C'est le même produit, c'est un produit standard, oui, moins cher. Alors vous avez connu l'âge d'or de cette usine au fond, hein. Il y a au début des années 2000, à la fin des années 90. Qu'est-ce qui s'est passé en moins de 20 ans pour qu'on laisse la situation de compétitivité se détériorer à ce point?
Pour moi, il y a peut-être plusieurs explications. Déjà d'une, la mondialisation. L'Europe qui a peut-être pas su conserver ou mettre en place des gardes-barrières. Peut-être que nous n'avons pas su nous adapter à chercher peut-être aussi d'autres voies pour de fabrication de boulonnerie, peut-être plus axées sur l'automobile ou l'aéronautique. Ou à monter en gamme. À monter en gamme aussi. Michel Charouin et d'autres ouvriers de l'usine regrettent de ne pas avoir eu de contact avec les pouvoirs publics. Alors il nous a confié un message. Nous nous sommes engagés à le relayer au ministre de l'économie. Promesse tenue à Bruxelles. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour François Langlais. Merci de nous donner l'occasion d'échanger avec vous dans ce lieu qui est au cœur de la mécanique européenne. Si vous voulez bien, on va aller s'installer. Je vous suis. Dans le studio bruxellois de Langleco. Monsieur le Ministre, il y a quelques jours, on était à Saint-Étienne, dans une entreprise qui fabrique des boulons et qui s'arrête à cause de la concurrence asiatique. 54 personnes perdent leur travail ces jours-ci et l'un d'entre eux, l'un des ouvriers, a souhaité vous poser une question. On va l'écouter. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Michel Charouin, 52 ans, 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui m'emploie. En 1991, nous étions 120. Aujourd'hui, nous sommes 54 et l'entreprise de boulonnerie ferme. J'aurais deux questions à vous poser. La première, qu'attendez-vous concrètement des baisses des charges que vous accordez aux entreprises pour l'emploi? Et la deuxième, quand va s'arrêter l'hémorragie de l'industrie française? Je crois que ce que vit Michel à Saint-Étienne, c'est ce que vivent malheureusement depuis des décennies beaucoup de Français. Il y a malheureusement des secteurs de production traditionnels français qui sont aujourd'hui percutés par une mondialisation extrêmement brutale. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Comment on peut les aider? On peut les aider de deux façons. La première, c'est en aidant ces entreprises à restaurer leurs marges. C'est ce qu'on a fait avec le crédit d'impôt compétitivité emploi et avec le pacte de responsabilité et de solidarité. Ce que nous attendons de la politique d'allègement de charges des entreprises, c'est précisément qu'elles puissent réinvestir pour monter en gamme et qu'elles puissent réembaucher. Et cette désindustrialisation n'est pas une fatalité. Mais pour ce faire, le gouvernement n'a pas la réponse à tout. L'État ne peut pas tout le temps et n'a pas à prendre la place de tous les acteurs. On n'a pas à redresser l'économie française à la place des entreprises. On n'a pas à se battre à l'international à la place des entreprises. Il faut les aider aux bons endroits, leur donner les moyens et être exigeante avec elles. En 2003, nous avions 4 400 000 personnes employées dans l'industrie et aujourd'hui, 10 ans plus tard, elles ne sont plus que 3,6 millions. Qu'est-ce qui explique ce Verdun industriel? Pendant trop longtemps, la France a abandonné la bataille industrielle. Oui. Elle a considéré que son avenir était dans les services ou dans le secteur financier. Il y a aujourd'hui une vraie volonté publique et privée de se remettre dans la bataille de l'industrie. Il y a quelques exemples très précis, Lucibel, Solex et d'autres. Oui, pour soutenir l'industrie, il y a une autre façon aussi, c'est d'encourager la demande des consommateurs pour les produits français. Votre prédécesseur, Arnaud Montebourg, a adopté cette stratégie. Il en a fait même vraiment une véritable campagne. Est-ce que vous allez lui emboîter le pas? Oui, parce que je pense que l'achat français, le bon achat français, est une pratique qui aide à redresser l'économie. Et il y a une responsabilité du consommateur. Il y a un levier qui suscite pas mal de débats en ce moment, c'est le débat autour des frontières. Il y a des gens comme Marine Le Pen qui disent il faut protéger les frontières au niveau national. Et puis d'autres qui disent mais non, c'est plutôt au plan européen que ça doit se passer. Pour vous, le protectionnisme est-il un tabou ou pas? Je pense que dans la situation de notre pays, il ne doit pas y avoir de tabou. Il ne doit y avoir que des discussions adultes. C'est très simple. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour parler protectionnisme? Je suis d'accord pour parler de tout. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens d'être protectionnistes. Plus du quart de l'activité de nos entreprises se fait avec l'étranger. Lorsqu'on joue le jeu de la mondialisation, qui est un jeu dans lequel nous avons des choses à gagner, collectivement, et le consommateur et nos entreprises, aujourd'hui, gagnent à la mondialisation. Il y a des destructions d'emplois. La mondialisation, elle accélère des inégalités, elle accélère en effet des mouvements de destruction de certaines parties de notre industrie, elle accélère en même temps l'émergence de champions et elle accélère la baisse des prix. Bien sûr. Bon, si nous étions protectionnistes, tout coûterait beaucoup plus cher. Et nous serions dans un équilibre impossible. Tout coûterait plus cher? Un équilibre impossible? Pourtant, les peuples réclament le retour des frontières. Aux dernières élections européennes, Français, Britanniques ou Danois ont massivement voté pour des partis nationalistes.
Un mouvement d'opinion observé aussi aux États-Unis, en Chine et en Inde. Le saviez-vous? Les frontières ont augmenté de 30 000 km en 25 ans. Eh oui, 30 000 km. Il n'y avait que 150 pays en 1975. Et aujourd'hui, à votre avis? C'est 200. Frontières plus nombreuses, plus hermétiques. Selon vous, quel est le pays le plus protectionniste au monde? Direction l'Amérique latine, c'est l'Argentine. Les containers sont arrivés par bateau. Des tonnes de marchandises du monde entier destinées à être vendues sur le sol argentin. Mais aujourd'hui, au lieu d'être acheminés vers les rayons des supermarchés, les produits restent bloqués ici, dans ce qu'on appelle un entrepôt fiscal. Éric Castagnier est français. Il importe du matériel de bricolage. Je suis désespéré avec ces marchandises. Pour celle-là, je n'ai toujours pas obtenu l'autorisation d'importation. Car depuis 3 ans, il ne peut rien vendre sans l'aval du gouvernement. Pour gagner du temps, il fait tout de même venir la marchandise, mais avec le risque qu'elle reste consignée dans l'entrepôt. En début d'année, on a eu plus de 2 millions de dollars de marchandises bloquées dans ce dépôt. Ça fait de l'argent. Ouais. Ça fait beaucoup d'argent. Ça, c'est ma palette. Ah, super. Enfin, la patience d'Éric est récompensée. Il récupère 20 palettes de meuleuses. Il les attendait depuis des semaines. Oui, ça, c'est une marchandise qui a été libérée. On a la licence d'importation et je dois juste vérifier que c'est bien celle qui correspond. Cette marchandise, vous l'attendiez depuis combien de temps? Celle-ci en particulier a dû être ici au moins 3 mois, je pense. Le français n'est pas le seul importateur dont les colis prennent la poussière. Le patron des lieux, Miguel Dodero, n'avait jamais eu sous surveillance autant de marchandises. On a de tout ici. Des produits d'hygiène féminine, des couches, des produits électriques. Ces couches, par exemple, peuvent rester bloquées ici des jours, des semaines, des mois. Tout dépend si la marque obtient ou non l'autorisation d'être importée. Et c'est loin d'être automatique. Des licences délivrées au compte-gouttes par le gouvernement. En quelques années, l'Argentine est devenue le pays le plus protectionniste au monde. Pour comprendre ce repli, il faut remonter en 2001, l'année où le pays bascule dans la faillite. Plus aucun organisme international ne veut prêter d'argent. Pour avoir des devises, l'Argentine doit vendre plus qu'elle n'achète. Une femme va alors incarner une nouvelle politique, c'est Cristina Kirchner. Élue présidente en 2007, elle veut reprendre la main sur l'économie. Taxes, nationalisation, elle va jusqu'à exproprier Repsol, l'entreprise qui exploitait les sous-sols du pays. Ce pétrole, c'est le premier pétrole argentin. L'économie est encadrée et les importations sévèrement contrôlées. Quels sont les effets sur l'emploi de cette fermeture des frontières? Quelles conséquences dans la vie quotidienne des Argentins? Ce protectionnisme tous azimuts a-t-il tenu ses promesses? Dans les rues de Buenos Aires, la fermeture des frontières a des conséquences très concrètes. Les enseignes locales ont remplacé Calvin Klein et Armani. Dans les boutiques de téléphonie, plus d'iPhone, mais des portables produits en Argentine. En 3 ans, 40 multinationales ont quitté le pays et certains produits commencent à manquer. José est à la tête d'une petite entreprise de fenêtres. Il gagne bien sa vie. Suffisamment pour s'offrir 2 voitures. Mais l'une d'entre elles est immobilisée depuis 2 mois. Salut Léo, comment ça va?
Son garagiste n'arrive pas à importer la pièce qu'il faut pour la réparer. Qu'est-ce que ça donne la pièce de ma voiture? Rien. Tu l'as pas reçue? Et dans combien de temps tu l'auras alors? 30 jours, 60 jours. Et pendant ce temps-là, j'ai pas de voiture. Tu vois, pour cette BM non plus, j'arrive pas à importer la pièce qui me manque pour l'allumage. Et tu penses que tu l'auras quand? Je sais pas. J'ai appelé les douanes, ils m'ont dit 20 jours, 1 mois, ils savent pas. Et celle-là? Pour celle-là, ce qui me manque, c'est une pièce électronique qui n'a jamais été fabriquée dans le pays. Mais il n'y a pas que pour les voitures que le garagiste manque de pièces de rechange. T'en es où avec ta prothèse? Tu n'es toujours pas opéré? Non, parce qu'elle n'était pas disponible. Et qu'est-ce qui manquait? Les clous en titanium et une autre pièce dont avait besoin le chirurgien, introuvable dans le pays. Ça a de quoi mettre en colère. Parce qu'il n'y a pas que les prothèses qui manquent. Il y a des traitements anti-cancer, des seringues, des pièces pour les voitures, des pièces détachées pour les machines. Il manque des choses de première nécessité, d'autres plus accessoires. Moi, j'ai pu me payer une voiture. Pourquoi est-ce que je ne peux pas la faire réparer? Des mesures qui tournent à l'absurde, l'Argentine n'en manque pas. En ce moment, un Argentin ne peut pas recevoir plus de 2 colis venant de l'étranger par an. Encore un autre exemple de ce protectionnisme outrancier qui gouverne l'économie du pays. Selon l'Organisation mondiale du commerce, Buenos Aires a mis en place près de 700 barrières aux échanges depuis 2008, un record mondial. Alors bien sûr, tout cela favorise la production nationale, mais ça entretient aussi la pénurie de nombreux produits. Et ça fait monter les prix. L'inflation, le mal endémique de l'Argentine, fait valser les étiquettes et ça n'est pas la famille de José qui va dire le contraire. José est père de 2 enfants. Sa femme, Maria, est professeure au lycée. À la maison, l'inflation est devenue un casse-tête quotidien. Quand Maria va faire les courses, elle ne sait jamais à l'avance combien elle va payer. Les prix changent tout le temps. Le fromage, par exemple. La semaine dernière, il était à 40 pesos le kilo, environ 4 €. Et cette semaine, il est à 80. Le gouvernement tente de masquer cette réalité. Officiellement, l'inflation n'est que de 20%. Alors les filles, on va regarder de combien le prix du gaz a augmenté. À la télé, ils disent 30%. Beaucoup plus. En réalité, les prix ont augmenté de plus de 40% l'année dernière. Le gouvernement donne un chiffre officiel. Mais quand on étudie vraiment ce qu'on paie mois après mois, ça ne coïncide pas du tout. Chaque année, j'ai plus de mal à payer l'école de mes enfants, l'électricité, le gaz, l'assurance maladie. Il y a 6 ans, je travaillais moins et j'étais plus à l'aise à la fin du mois. Aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps au boulot et pourtant je n'arrive pas à régler l'ensemble de mes factures. José n'a plus confiance, ni en son pays, ni en sa monnaie, qui peut perdre sa valeur du jour au lendemain. Alors pour les quelques économies qui lui restent, il fait quelque chose d'absolument interdit en Argentine. Je garde des dollars chez moi. C'est illégal. On n'a pas le droit de changer nos pesos en dollars. Mais c'est mieux pour vous d'avoir des dollars ? Oui, c'est la seule manière de pouvoir conserver la valeur de mon argent. On ne peut pas en demander aux banques, mais il y a un marché noir. Une économie parallèle, des produits qu'on ne trouve plus dans le pays, une situation que le gouvernement fait semblant d'ignorer. Jouant les stars, Luis Delia. Populiste et populaire, ce conseiller de la présidente défend coûte que coûte le protectionnisme avec un argument, l'emploi.
Les risques de pénurie, il les balaye d'un revers de main. Il paraît qu'il manque des produits, par exemple des seringues dans les hôpitaux. Non, ça ce sont des mensonges de la part de la presse hégémonique soumise aux intérêts des financiers et du grand capital. Avant, on avait une économie complètement ouverte. On a perdu 8 millions de postes de travail. Ça ne nous arrivera plus. L'argument fait mouche chez ces militants venus célébrer leur présidente devant la Casa Rosada, le palais de l'Élysée argentin. Le chômage était à 25% il y a 14 ans. Il est tombé à 8% depuis que Kirchner est au pouvoir. Du temps des libéraux, on importait tout de Chine et des autres pays étrangers. Les Argentins n'avaient plus de travail. Ce gouvernement a fait l'opposé. On consomme argentin pour qu'il y ait du travail pour les Argentins. Et vous, vous achetez argentin? Oui. Et votre pantalon? C'est Nike? La marque est étrangère, mais c'est un faux. Si, c'est fabriqué ici. Pour favoriser l'emploi, même les marques étrangères sont mises à contribution. En plein cœur de Buenos Aires, la blonde la plus célèbre des États-Unis a sa propre boutique. Un privilège obtenu grâce à un mariage forcé avec Rasti, une marque argentine qui fabrique des jeux de construction. C'est la règle du donnant-donnant inventée par le gouvernement. Mattel a gagné le droit d'importer ses poupées à condition d'exporter ses petites briques argentines. Ce ne sont pas des Legos, mais bien des produits 100% locaux fabriqués dans la banlieue de Buenos Aires. Et ce sont les grands gagnants du protectionnisme. En 12 ans, la société familiale de Daniel Di Mare est passée de 10 à 84 salariés. On est fiers de produire en Argentine. On est fiers de nos jouets. Pas seulement parce que ça rapporte de l'argent, mais aussi parce que ça fait vivre 84 familles. Le blocage des importations a permis à la société de se débarrasser d'une partie de la concurrence. Elle est devenue leader sur le marché national et gagne du terrain dans toute l'Amérique latine. Alors forcément, la fermeture des frontières n'a ici que des supporters. Comme Angèle, un ouvrier dont l'emploi a été sauvé de justesse. Le protectionnisme, c'est une bonne mesure pour l'Argentine. Ça nous permet d'avoir du travail grâce à ces jouets qu'on produit. Les importations, pour nous, c'est synonyme de chômage. Selon les statistiques, les jouets fabriqués en Argentine représentaient seulement 5% du marché en 2003, contre près d'un tiers aujourd'hui. Mais pour quelques entreprises qui réussissent, c'est toute une économie qui tourne au ralenti. 8% de croissance il y a 8 ans et 1% seulement aujourd'hui. La fermeture des frontières a aussi ses effets pervers. Lassés d'attendre leurs marchandises, agacés par les décisions discrétionnaires, certains patrons n'hésitent plus à avoir recours à la corruption. Un importateur argentin a accepté de nous en parler sous couvert d'anonymat. Je vous confirme que je paye des pots de vin pour pouvoir importer ma marchandise, c'est vrai. À qui est-ce que vous payez et combien ça représente par rapport à votre marchandise en pourcentage? Je ne connais pas directement la personne, je ne connais même pas son nom. Mais je sais qu'elle a un poste haut placé au ministère du Commerce. Moi, je verse entre 12 et 15% de la valeur de la marchandise, en espèces. Et c'est une pratique qui est courante? Aujourd'hui, à cause de toutes les restrictions qui existent pour faire venir les produits, oui. Je connais beaucoup de gens qui payent des pots de vin pour importer. En Argentine, ce protectionnisme acharné est loin d'avoir tenu toutes ses promesses. Blocage des marchandises, des capitaux et parfois même des hommes.
Christophe a cru au miracle argentin. Quand il est arrivé des Deux Alpes il y a 7 ans, le pays avait renoué avec la croissance. Il ouvre cette maison d'hôte à 800 km de Buenos Aires, en pleine nature. On a des cerisiers, des pruniers, des abricotiers. On a à peu près tous les fruits que vous pouvez imaginer. Quand je passe mon portail, je m'estime chanceux d'avoir une telle propriété, oui. Christophe pensait avoir trouvé un petit paradis pour sa femme et ses 2 enfants. Mais malgré le succès de son gîte, il subit lui aussi l'inflation. Son pouvoir d'achat s'effondre et son moral avec. Je suis plus qu'abattu en ce moment, oui, ça c'est sûr. Ouais. Moi j'essaye de me projeter dans le futur et je me dis finalement quel est leur futur dans ce pays. Christophe envisage de vendre son bien. Mais le comble, c'est que ça ne lui permettrait pas de recommencer une nouvelle vie en France. Depuis 3 ans, sortir de l'argent du pays est interdit. Au jour d'aujourd'hui, je vends mon complexe, je ne peux pas rapatrier l'argent. Donc, ça me paraît totalement aberrant parce que je suis prisonnier d'un système financier. Comme je dis souvent à mes clients, je me considère comme ça. Pieds et poings liés, c'est le sort des habitants du pays le plus protectionniste du monde. Seules les prochaines élections de 2015 pourraient les sortir de leur isolement. Il aura fallu près de 3 semaines de mer et quelques 20 000 km de Shanghai au port de Gennevilliers pour que les containers arrivent ici, aux portes de Paris. Bonjour, je suis anglais. Il faut que je mette le costume folklorique. C'est pour la sécurité. On va faire ça alors. Les containers sont vite déchargés pour aller aussi vite remplir les rayons de nos supermarchés. À la différence de l'Argentine, l'Union européenne et la France ouvrent grand leurs portes au nom de la doctrine du libre-échange. Imaginez que nos droits de douane sont parmi les plus bas au monde, 1,5% seulement. Un choix politique fait il y a 30 ans. Alors, doit-on mieux se protéger? De plus en plus de voix le réclament, des responsables politiques aux économistes. Hakim El Karoui, vous êtes un observateur attentif et critique de la mondialisation. Alors, l'Europe est-elle devenue une passoire? Alors l'Europe est le continent, l'espace économique le plus ouvert du monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Et quelles conséquences ça a sur notre économie, alors le fait qu'on soit comme ça, ouvert à tout vent? Alors on a vendu pendant longtemps 3 idées. La mondialisation, c'était 3 promesses. La première, c'était des nouveaux marchés pour nos entreprises et pour nos produits. La deuxième, c'était la fin de la pauvreté pour les pays les plus pauvres. La troisième promesse, c'était les prix vont baisser. La réalité, malheureusement, a été un peu différente. C'est vrai que l'ouverture des échanges a permis la conquête de nouveaux marchés. C'est vrai qu'on a importé de la baisse de prix, les écrans plats, les télévisions. Le problème, c'est qu'en important cette baisse de prix, on a aussi importé du chômage en Europe, en France. Parce que, en récupérant des produits moins chers fabriqués ailleurs, on a détruit des emplois chez nous. Voilà, on a été arrogant. On a été arrogant, on a cru qu'on avait le monopole de l'intelligence. Et que nous, on allait se spécialiser dans le haut de gamme. On laisse les t-shirts à fabriquer en Chine et nous, on se concentre sur les productions les plus sophistiquées, celles qui donnent les salaires les plus élevés. Voilà, et bien on s'est trompé. Les Chinois nous ont rattrapés, ils forment aujourd'hui plus d'ingénieurs que l'Europe tout entière. Et ça a un impact très important sur les grandes entreprises françaises et pas seulement sur les petites. Alors la solution, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut rétablir des frontières commerciales plus importantes en montant les droits de douane? Il y a 2 solutions. D'abord, il faut être aussi intelligent que les Chinois. Quand on regarde comment fonctionnent les Chinois, sur les produits qui les intéressent, obligent les entreprises européennes, occidentales à venir s'implanter, à venir fabriquer chez eux. Et de l'autre côté, il faut être unis. Et ça, les grands émergents ont bien compris qu'ils pouvaient jouer sur la désunion de l'Europe. Les Allemands ont des intérêts, les Français ont des intérêts, et ils jouent la divergence des intérêts. Il y a un exemple récent, c'est la controverse sur les panneaux solaires. La Chine a laminé l'industrie du panneau solaire en Europe. Bruxelles s'en est saisie, elle a fait une enquête, elle a proposé des sanctions. Et puis on a bien senti que l'Allemagne traînait des pieds parce que justement l'Allemagne craignait des mesures de rétorsion. Elle craignait de ne plus pouvoir vendre ses voitures en Chine. Ça veut bien dire que le protectionnisme européen, c'est pas facile à mettre en œuvre.
c'est très difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut aligner les intérêts. Il faut être prêt à faire des concessions, il faut réguler tout ça. Les Américains savent très bien réguler leur commerce en fonction de leurs intérêts. Ils mettent des droits de douane sur l'acier s'il faut. Vous nous dites au fond que les pays qui marchent, ce sont des pays qui sont parvenus à se protéger. À se protéger, à s'ouvrir quand ils sont bons, à se fermer quand ils sont pas très bons, le temps de monter en gamme. Alors vous parliez des États-Unis, et bien justement les États-Unis c'est un pays qui semble avoir trouvé le bon degré de protection et qui a de ce fait retrouvé aussi les secrets de la croissance. On va aller voir d'un peu plus près ce qui s'y passe. Dans ce supermarché de l'Illinois, tous les articles affichent fièrement leur origine, avec un symbole, le drapeau américain. Ici, tout est made in USA. Ça vient de Californie. Ça aussi, et ça vient de l'Oregon et de Washington. La directrice du magasin pousse le patriotisme à l'extrême. Son obsession, dénicher des couvertures, des chaussures ou des ustensiles de cuisine fabriqués aux États-Unis. Ça, c'est notre rayon animaux. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de chiens qui sont tombés malades à cause des cookies faits en Chine. Nous, nos jouets sont faits ici. Ça vient du Montana. Et voici le rayon le plus fourni. Ce drapeau-là est brodé. C'est du cousu humain. Et quand vous voyez un drapeau qui n'est pas fabriqué aux États-Unis? Ça me rend folle. L'amour du drapeau a un argument qui fait mouche auprès des Américains. Les ventes ici augmentent de 20% chaque année. Il faut servir notre pays pour qu'il reste le plus puissant du monde. Et la seule manière de faire ça, c'est d'acheter américain. Ce retour en force du Made in USA, c'est l'un des principaux moteurs de la reprise aux États-Unis. Pour prendre la mesure du phénomène, nous sommes allés à Chicago, un des berceaux de l'industrie américaine. Ici, les usines renaissent. Et les patrons embauchent à tour de bras, comme Warren Young. On recherche de la main-d'œuvre en ce moment. Il nous faut à peu près 20 personnes. Alors on a mis cette pancarte parce qu'on a besoin vite d'opérateurs expérimentés. Il vous suffit de rentrer et de déposer un CV. Dans l'atelier, le travail ne manque pas. 225 personnes fabriquent ici des pièces métalliques. Ces gros blocs d'acier découpés et percés parfois au centième de millimètre par des machines qui tournent à plein régime. Vous avez un souci avec cette pièce? Oui, il y a un trou un peu trop grand. C'est la première fois qu'on la fabrique. L'entreprise est un sous-traitant. Elle vend ses pièces à de grands noms de l'industrie américaine qui ont longtemps délocalisé, comme Caterpillar ou General Motors. Ça, c'est une pièce brute avant l'usinage. C'est un bout de moteur de locomotive. Et ça, c'est une partie d'une pompe pour les forages pétroliers. Et là, ce sont des pièces pour des camions militaires. Elles sont plutôt simples. Aujourd'hui, il n'y a plus de pièces militaires fabriquées en Chine. Produire américain, c'est ce qu'on demande désormais à Warren Young. La tendance a commencé il y a 5 ans. Et voici comment il a gagné cette bataille contre la concurrence étrangère. Allons voir la pièce qualité, juste ici. En misant sur la précision et la réactivité. J'ai un client dans l'Illinois. C'est à 2 heures de route d'ici. Imaginez, faire venir des pièces fabriquées à des dizaines de milliers de kilomètres. S'il y a un changement et qu'ils ne veulent plus exactement la même pièce, nous on peut faire les changements tout de suite. Autrement dit, l'entreprise fait du sur-mesure. Presque toutes les pièces sont uniques. Et ça fonctionne. Le chiffre d'affaires est en hausse de 60% par rapport à l'an dernier. L'usine tourne à plein régime
Et les ouvriers comme ce programmateur de machines frisent le surmenage. Vous faites combien d'heures par semaine? 57, 60, ça fait beaucoup. Ça vous plaît? Bah, on n'a pas le choix. Un peu fatigué, mais pas si mal payé. Avec les heures sup, environ 2500 € par mois. Plus de travail, plus d'emplois, grâce au Made in USA. C'est cette stratégie gagnante qui est mise en œuvre à grande échelle dans tout le pays. Si les États-Unis sont devenus l'Eldorado de l'industrie, c'est qu'il s'est produit une incroyable inversion. Tandis que les salaires flambent en Chine, ils ont baissé aux États-Unis. Un effet de bascule provoqué par la mondialisation. Si bien qu'aujourd'hui, la différence de coût de production entre la Chine et les États-Unis s'est considérablement réduite. Quand, en 2006, l'heure de travail chinoise coûtait 3 €, elle était de 16 € aux États-Unis. Et aujourd'hui, on est passé à 14 € pour les Chinois et 19 pour les Américains. La différence n'est plus que de 5 €. Produire en Amérique n'est donc plus impossible, au point que même les Chinois délocalisent chez l'oncle Sam. Des résultats spectaculaires qui s'expliquent aussi par une vraie stratégie du gouvernement. La bataille pour réindustrialiser l'Amérique a été lancée en 2008. Pendant sa campagne, Barack Obama avait promis d'y consacrer tous les moyens de l'État, promesse tenue. Ce soir, mon message au patron est clair. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour ramener des emplois dans votre pays. Et votre pays fera tout pour vous aider à réussir. Au pays du libéralisme, l'État intervient vite et fort. À Détroit d'abord, pour sauver l'industrie automobile, Barack Obama débloque 67 milliards d'euros. Contre toutes les règles du capitalisme, il va jusqu'à nationaliser General Motors. Et pour être encore plus compétitif, il encourage l'exploitation des gaz de schiste qui boostent l'économie. Le gaz de schiste, c'est 2 fois moins cher que le gaz que vous payez en Europe. Ça fait une grosse différence. Les États-Unis savent aussi protéger leur marché quand ils en ont besoin. Subventions, crédits d'impôt, la politique est offensive. Barack Obama s'entoure des meilleurs spécialistes, comme cet homme avec qui il discute à l'issue d'un grand discours sur l'industrie. Je suis Harry Moser de la Fondation pour les relocalisations et je peux vous dire que l'industrie aux États-Unis c'est cool. Quand il n'est pas reçu à la Maison-Blanche, Harry Moser est sur la route. Il va nous montrer comment l'État américain se déplace directement dans les entreprises pour leur offrir des aides. C'est le meilleur job que j'ai jamais eu. C'est génial de rencontrer des gens dans l'industrie, au gouvernement. Et quand je dis ce que je fais, on me dit que j'ai le job le plus important du pays. Ce jour-là, il se rend chez un fabricant de moules en métal pour l'industrie. L'entreprise faisait fabriquer un quart de ses pièces en Chine et elle a commencé à relocaliser. Elle touche donc des aides pour investir. Le responsable de la production montre à Harry Moser des machines toutes neuves. Tout est automatisé. Vous pouvez me dire ce que le gouvernement vous a déjà versé? Pour l'achat d'équipements, on a pu déduire en partie le prix de la machine de nos impôts. Ça nous a fait économiser pas mal d'argent. De l'argent de l'État, l'entreprise en a aussi reçu sous forme de subventions quelques dizaines de milliers d'euros pour la formation des salariés. Et ça n'est pas fini. Harry Moser voudrait proposer encore plus d'aides. Et pour cela, il sait qu'il n'y a pas que le gouvernement fédéral. Il a donc convoqué ceux qui détiennent les cordons de la bourse dans la ville. Eux aussi font le déplacement au sein de l'entreprise.
Bon, je veux vous parler de notre programme économique. Voici vos exemplaires. Harry Moser veut que ses responsables locaux s'impliquent financièrement dans la bataille de la réindustrialisation. On a déjà des programmes de soutien en Pennsylvanie, dans le Mississippi, à New York et dans bien d'autres États. Donc, je vous invite à faire pareil. Et très vite, plusieurs propositions d'aide arrivent. Peut-être qu'on pourrait vous faire une réduction de taxes foncières. On pourrait aussi reporter vos impôts si vous vous agrandissez. Pour l'entreprise, tout cela apporte un peu d'oxygène. Donc un peu d'argent par-ci par-là, ça s'additionne vite et ça peut faire la différence. Les aides sont proposées rapidement avec un minimum de démarches administratives. Harry Moser est ravi. C'est grâce à cette méthode offensive que l'industrie revient. La bataille pour attirer les entreprises vire même parfois au western. Désert de l'Arizona. Température moyenne en ce moment, 39 degrés. Ici, Apple s'est associé à un fabricant de saphirs artificiels pour installer des lignes de production. La marque à la pomme veut rester discrète. Des ouvriers construisent même un mur autour du site. Pour se rendre compte de l'ampleur du projet, prenons de la hauteur. L'usine est grande comme 11 terrains de football. Elle devrait faire travailler jusqu'à 700 personnes et pourra encore s'agrandir. Une révolution. Car jusqu'à présent, la marque assemblait entièrement tous ses téléphones en Chine, dans des usines comme celle-ci. Là-bas, tout était moins cher. Mais la donne a changé. La municipalité a déboursé 8 millions d'euros pour attirer Apple sur ses terres. Come here, Lib. Libby, come here. Et celui qui a déroulé le tapis rouge, Oh, yeah. c'est Scott Smith, l'ancien maire. Il nous reçoit chez lui, très fier de nous montrer ce qui sera fabriqué dans l'usine. Regardez, je l'ai reçu hier. C'est l'iPhone 6. Je l'avais commandé. Ce bouton-là et ce qui recouvre l'appareil photo, c'est du saphir très particulier. Et c'est ces pièces qui seront fabriquées à Mesa. Scott Smith est proche du Parti républicain et donc en principe opposé à toute intervention publique dans l'économie. Mais cette fois-ci, il n'a pas hésité. C'est une question d'argent. Et les entreprises sont très fortes à ce petit jeu. Qui va me faire un chèque? Qui me fera une réduction d'impôts? Qui me donnera le plus de subventions? Et malheureusement, on doit tous jouer à ce petit jeu. Et tout le monde joue le jeu tant le projet est stratégique. Apple reste déterminé même si les choses se compliquent. Le fabricant de saphirs vient de se déclarer en faillite pour raisons financières. Mais les dirigeants d'Apple confirment, ils feront le nécessaire pour démarrer l'usine et embaucher les 700 salariés. Les habitants veulent y croire. Et ce soir-là, justement, c'est la fête. Une grande kermesse dans le parc de la ville. Pour beaucoup, l'arrivée d'Apple près d'ici, c'est aussi du patriotisme. C'est génial, ça rapporte du travail, c'est super cool. Apple s'implante ici en Arizona, nous on adore. L'économie n'a pas encore complètement rebondi. Faut penser à nos enfants. Plus d'emplois, c'est bon pour nous. Face à la concurrence internationale, les États-Unis affichent leurs couleurs, défendent sans complexe leurs intérêts. Et pour l'instant, ils font toujours la course en tête.
Pragmatiques, les États-Unis le sont. Et ils affichent cette année la croissance la plus forte des pays développés. Et l'on y voit déjà les contours d'une troisième révolution capitaliste. C'est ce qu'explique Jeremy Rifkin. Une économie recentrée non pas sur le mondial, mais sur le local et le partage. Alors, bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, il y a une sorte de mouvement de reflux contre la mondialisation, le retour des frontières, frontières politiques, frontières économiques. Quel pourrait être l'avenir de la mondialisation ? Le grand changement aura lieu avec la génération du millénaire, ceux qui sont entre 18 et 30 ans. Un exemple. Pour les générations passées, la propriété est cruciale. Vous deviez être propriétaire, vous faisiez partie du système capitaliste. Et la voiture était un passage obligé de la propriété. La nouvelle génération ne veut pas posséder de voiture, c'est ce que faisaient leurs grands-parents. Les jeunes veulent l'accès, pas la propriété. Ils partagent des voitures et chaque automobile partagée élimine la production de 15 véhicules. C'est cela la nouvelle mondialisation, partager plutôt que posséder. Imaginez donc une nouvelle génération de gens partageant leur automobile, leur maison, leurs vélos, leurs outils, leurs jouets, leurs vêtements. Une nouvelle économie du partage et une économie plus locale. Serait-ce la fin des porte-containers, des produits importés, manufacturés ou alimentaires, comme ces fameux champignons de Paris, qui ne viendraient donc plus de Chine, mais bien de Paris, en circuit court. Alors, Monsieur Boyoli, vous êtes l'un des derniers producteurs de champignons de Paris à Paris. Eh oui, à Paris. Ben, on n'est plus que 5 en Île-de-France, la région parisienne. 5 seulement, alors que vous étiez plusieurs dizaines? On était une trentaine il y a une vingtaine d'années. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu une grande concurrence étrangère, avec un rendement beaucoup plus supérieur au nôtre. Quoi. Et vous les produisez où? Ben, moi, je les produis la vieille méthode en carrière, sous terre. Les carrières où on a extrait la pierre de taille pour les constructions des maisons. Même le château de Versailles, il y a eu. Je travaille en cave, comme on travaillait mon grand-père, qui était championniste, mes parents, maison, qui étaient championnistes. Il était déjà dans la cave que vous exploitez aujourd'hui? Il était dans cette cave-là, et voire d'autres avant d'arriver ici. Toute ma famille était dans le champignon. Alors regardez, on a débuté cette émission sur un porte-conteneur qui contient une quinzaine de milliers de boîtes dans lesquelles il y a des tonnes de champignons qui arrivent. Elles ont fait quasiment 20 000 km, la moitié du tour de la planète pour arriver chez nous. Ouais. Vous, dans votre camionnette, vous faites combien de kilomètres pour aller vendre votre production? Bah, j'en fais sur place et je fais quoi? Une vingtaine de kilomètres, moi. Moi, j'enlève les zéros qu'il y a derrière pour faire ma livraison. Et on va à quel endroit exactement, là? Là, on va aller à Marly-le-Roi. C'est la commune qui est juste à côté. Donc ça, c'est vraiment le circuit court? C'est le circuit court. Il n'y a pas plus court que ça. Marly-le-Roi, en région parisienne. Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ici, on parie sur la fraîcheur des produits et la proximité. Ça, c'est vos champignons. Vous venez les chercher toutes les semaines. Pourquoi est-ce que vous venez ici pour vous fournir? Parce qu'ils sont bons, parce qu'ils viennent de pas loin, parce qu'on connaît les intermédiaires, enfin on connaît Angèle qui vient nous les donner. Et le fait que ça soit près d'ici, près de chez vous? Ça c'est très important pour nous. Pour quelle raison? C'est écologique. On n'a pas besoin d'aller chercher des champignons en Afrique alors qu'on en a qui peuvent pousser près de chez nous. Puis c'est bien que les gens puissent produire encore en région parisienne. Bon, il y a quand même le désir de court-circuiter la grande distribution et de dire il y en a assez de tout ce que vous nous faites manger depuis des années. Vous n'iriez pas acheter vos champignons en Chine? Non, j'irais bien en Chine, mais pas pour acheter des champignons. Côté prix, alors justement, combien ça vaut? Ça, c'est 500 grammes? Ça, c'est 500 grammes. Alors ici, bon, il y a un roulement. Chaque livraison, le champignon change. Le paquet vaut à peu près dans les 5 €, mais il y a du Paris, une fois il y aura de la perotte, une fois il y aura du shiitake. C'est pour ça que le prix est à peu près global. Les champignons chinois, c'est 2 € quand même. Ouais, mais c'est pas du tout la même qualité. C'est pas le même champignon, c'est pas un champignon frais comme ça que vous avez à 2 €. C'est-à-dire, le goût? Le goût n'est pas le même. Après, c'est du champignon souvent en conserve. En frais comme ça, qui a du goût, qui est croquant, qui a été cueilli ce matin, c'est pas cher. Ça, c'est de la vraie tomate. Hein. Ouais.
Ainsi s'achève ce premier numéro de l'Angle Écho sur la mondialisation et le retour des frontières. La mondialisation, chacun d'entre nous a l'impression de la subir. Et c'est vrai que c'est le résultat de décisions politiques. Mais c'est aussi la conséquence d'une multitude de décisions individuelles. Après tout, nous sommes tous des acteurs de l'économie. D'ailleurs, autour de moi, on a préféré consommer local plutôt que global. On a préféré le Made in France aux produits importés. C'est à chacun d'entre nous de choisir. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne-Sophie Lapix dans Mots croisés. Et quant à nous, on se retrouvera pour le prochain numéro de l'Angle Écho. Le sujet, ça sera le travail. Et nous répondrons à la question suivante. La France travaille-t-elle assez? Bonne soirée.